Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Marseille en 1932. À cette époque existe encore, sur la droite du Vieux-Port, en regardant la mer, le quartier réservé. Les Allemands le détruiront pendant l'occupation. Après la guerre, on reconstruira des immeubles neufs sur cet emplacement maudit. Oui, maudit. Car dans le dédale des ruelles étroites et sombres, entre les maisons, hôtels de passe, bars et bordels, qui communiquent entre eux par des couloirs, des portes, des escaliers, grouille une pègre internationale. Des malfaiteurs de tout poil, en général sans grande envergure, vivant de la prostitution et de la drogue, souvent en transit, puisqu'à Marseille, comme dit la chanson, les bateaux s'en vont au pays où il y a des oranges. Maudit car la police connaît parfaitement ce lieu malfamé, grand comme un mouchoir de poche, y entretient des relations suivies avec nombre de ces dames et de leurs protecteurs, à des indicateurs sur tous les angles du coin. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est bien difficile au moins pour les Marseillais de se cacher là. C'est un village du vice, où tout se sait, tout se voit, tout se dit. Ceux qui s'y réfugient risquent de tomber dans la gueule du loup. Ils y viennent pourtant jouer aux cartes, boire un verre, demander de l'argent aux filles, dormir dans une chambre anonyme. Un matin, le chef de la sûreté reçoit une lettre. On prépare un coup contre un bureau de poste, celui de la Blancarde ou de Saint-Barnabé. Pas de signature, évidemment. Alors il appelle un inspecteur principal. Regardez-moi ça. Tiens, curieux. J'en ai pas entendu parler. Qu'est-ce qu'on fait? Un tuyau comme ça, s'il n'est pas crevé, ça vaut du fric. Tâchez d'obtenir des renseignements comme d'habitude, de savoir qui c'est. D'accord, chef. Parce que, voyez-vous, c'est peut-être une bonne occasion... Qu'est-ce que vous voulez dire? De les boucler? Oh, surtout pas. Non. On les laisse en faire. On pourrait, nous, monter une opération un peu spectaculaire, qui ne nous ferait pas de mal en ce moment. La police marseillaise en 1932, c'est un journaliste assez connu, Pierre Cise, qui le dit dans les journaux, a besoin de se dédouaner. On l'accuse d'incapacité, de compromission. Les gangsters marseillais se pavanent un peu trop au soleil. À l'hiver, chantent ceux du Château d'If à l'Alcazar. Le public s'amuse. Seulement voilà. Laisser agir des bandits pour mieux les coincer, cela comporte un sacré risque, même pour la police. Le rapide numéro 6, destination Paris, quitte la gare Saint-Charles à 19h15. Nous sommes le 9 février 1932. Le train traverse la banlieue marseillaise, passe au pied des immenses carrières de cailloux blancs qui donnent au paysage un aspect désertique, longe l'étang de Berre, où rougeoient dans la nuit des lueurs de pétrole, prendre la vitesse en direction d'Avignon. Deux employés du PLM, un vrai, Julia, et un faux, Maucuère, longent les couloirs en allant vers l'avant du train. Le premier a fourni au second un uniforme de la compagnie. Ils arrivent ainsi jusqu'au fourgon de tête. Là se trouve ce qu'on appelle la boîte à finances, c'est-à-dire un coffre contenant de l'argent qui doit être réparti aux différentes gares sur le parcours. Le trésor, bien entendu, est surveillé par un homme armé, le gardien-chef Margaillan. Celui-ci s'est tout bonnement assis sur le coffre et fume sa pipe. Il voit entrer brusquement dans le fourgon deux employés du PLM en tenue. Mais ce qui n'est pas réglementaire, l'un porte un loup de velours noir comme au carnaval, l'autre une cagoule. Oh, il croit à une farce et s'apprête à en rire. Il rit beaucoup moins quand le premier homme masqué, Maucuère, braque un revolver sur lui, le fouille et le désarme. Allez, viens par ici, toi, et vite. Par ici, c'est la vigie, avec au-dessous un réduit pour y placer les marchandises. Le gardien-chef Margaillan doit s'y glisser à quatre pattes, poussé sans ménagement par Maucuère. La porte du réduit se referme sur lui, il entend le bruit d'un cadenas. Décidément, les bandits ont pensé à tout. Il est prisonnier jusqu'au prochain arrêt. Au moins, ne lui a-t-on fait aucun mal. On le laisse là, demande Julia à Maucuère. Pourquoi pas? Ça vaut les premières. Allez, bon voyage, mon vieux. Le rapide numéro 6 ralentit.
Il y a des travaux sur la voie, mais à cette heure tardive, les ouvriers sont partis. Dans un chemin, en contrebas, une lampe électrique s'allume et s'éteint, un signal convenu. Maucuère, aidé de Julia, car il n'est pas très costaud, s'empare de la fameuse boîte à finances et la jette par la portière. Le coffre dévale le remblai et atterrit à quelques mètres d'une camionnette en stationnement. Maucuère et Julia n'ont plus, eux aussi, qu'à sauter du train avant que celui-ci ne reprenne de la vitesse. La bande des pilleurs de train, la bande à Maucuère, se retrouve sur la route en direction de Villeneuve-les-Avignon. Là, dans une vieille baraque, est entreposé leur butin, un invraisemblable bric-à-brac de ce que transportent les chemins de fer et qu'on peut y voler à condition d'avoir un complice parmi les cheminots. Qui est Maucuère? Le chef, le dur. Un petit homme mal bâti, les cheveux grisonnants bien qu'il n'ait que 39 ans, le visage sérieux comme un pape, il ne sourit jamais, n'élève jamais la voix. Mais ce n'est pas Harold Lloyd, son sérieux ne fait pas rire, il fait peur. De retour à Marseille, Maucuère donne rendez-vous à ses amis dans un bar du Vieux-Port. Il leur annonce sa décision. Villeneuve, c'est fini. Quoi? S'exclame Julia. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? On déménage si tu préfères. Et en laissant les meubles. Après le coup réussi du rapide numéro 6, Maucuère estime à juste titre que continuer de travailler dans la région d'Avignon comporte trop de risques. Julia veut discuter. C'est lui qui gagne le plus d'argent dans le trafic. Maucuère réplique. T'es pas content? Combien il y avait dans la boîte à finances? 10 sacs. Une somme importante pour l'époque. Et de l'argent liquide. Cela vaut tout de même mieux que des marchandises plus ou moins encombrantes et sans grande valeur qu'il faut trouver le moyen de fourguer, comme on dit. 10 000 francs d'un coup. C'est des affaires comme ça que Maucuère veut monter maintenant. Les petits cambriolages appartiennent au passé. Julien insiste pour ne pas abandonner le pillage des trains. Maucuère a horreur qu'on lui tienne tête. Il ne hausse pas le ton pour autant. Il dit simplement et calmement « Tu as envie de refaire une balade à Cassis, toi ?» Julien ne discute plus. À Cassis, le mois précédent, comme il ne voulait pas obéir à un ordre de Maucuère, ce dernier l'a obligé à se mettre à genoux en le menaçant de son revolver. Comment refuser de s'agenouiller alors, même si l'on mesure 1m80 comme Julia et son patron seulement 1m60? À genoux, Julia a encore osé dire un mot. Alors il a reçu une paire de gifles. Voilà comment Maucuère, toujours sans se fâcher, sait se faire obéir, un système efficace quand sa bande est aux ordres. Beaucoup moins efficace, vous le verrez, le jour où celle-ci sera aux abois. L'humiliation prépare la vengeance. Pour l'instant donc, les pilleurs de train se mettent eux-mêmes au chômage. Le temps pour Maucuère de combiner une nouvelle affaire aussi juteuse que celle du rapide numéro 6, mais plus dans les chemins de fer. En attendant, les amis jouent aux cartes, s'occupent des filles. Maucuère, lui, a plusieurs maîtresses. Il courtise même l'épouse de Julia. Mais celle qui compte le plus pour lui, c'est Élise Carbonel. Une jolie brune, fine, presque élégante. Il vit avec elle et il l'aime. Un amour qui pèsera lourd à la fin de cette histoire quand Élise l'aura quitté et se sera installée à Paris. Les vacances de la bande durent jusqu'au printemps, jusqu'au jour où Maucuère apprend par un copain qui habite la banlieue une nouvelle intéressante. Tous les jeudis, une banque dépose de l'argent, un gros paquet, dans un petit bureau de poste de son quartier. Maucuère décide de tenter un hold-up. Qui prévient la police? Une des filles du Vieux-Port? Le tenancier d'un bar? Une des maîtresses de Maucuère? Un de ses collaborateurs trop souvent mortifiés? La police n'a pas l'habitude de révéler les noms de ses mouchards. En tout cas, comme je vous l'ai dit au début, le chef de la sûreté est prévenu. Alors, inspecteur, cette attaque des bureaux de poste? Oui, chef, je sais. Qui est-ce? La bande à Maucuère. Lui a déjà été condamné pour vol et désertion. Il n'est plus tout jeune. Et ces types sont encore plus minables que leur patron. Bon, parfait. Ils doivent pas être très dangereux. C'est exactement ce qu'il nous faut. Alors maintenant qu'on les connaît, on les arrête? Oh non! Oh non, je vous l'ai déjà dit. Il faut les laisser monter leur coup. Comment? Quand? Ça, la police l'ignore. Le chef de la sûreté de Marseille, dont je vous tairai le nom par courtoisie en raison de la suite des événements, a décidé de laisser une bande de gangsters, la bande à Maucuère, attaquer un bureau de poste.
Cette attaque va permettre à la police de faire du théâtre. En prenant les bandits sur le fait, après le commencement d'exécution du crime, comme disent les juristes, leur condamnation ne fera aucun doute. Prise spectaculaire qui rachètera de bien des échecs voulus, disent les mauvaises langues. Seulement au théâtre, le metteur en scène sait d'avance comment le rideau tombera, sur quel dénouement. Dans la vie, c'est différent. Il y a toujours de l'imprévu. Le chef de la sûreté aurait dû s'en méfier. Le bureau de poste désigné finalement par les indicateurs est celui de Saint-Barnabé en banlieue. Une simple maison au coin de 2 rues, avec une entrée dans chacune de celles-ci. Dans une rue, l'entrée du public, et dans l'autre, l'entrée de l'appartement de la receveuse, qui se trouve au premier étage, mais communique par un escalier et un couloir avec le bureau. Il n'y a que 3 employés, la receveuse, mademoiselle Tessier, une caissière, mademoiselle Reynaud, et un jeune buraliste, Guasco. Le chef de la sûreté installe en plus 3 inspecteurs, Cambour, Saint-Paul et Thibon. Retenez leur nom, ils le méritent. Pendant 20 jours, il ne se passe rien, sinon que tout ce petit monde se lie d'amitié. Mademoiselle Tessier fait bien la cuisine. À midi, on déjeune ensemble dans son appartement. On finit par oublier le danger. N'est-on pas protégé d'abord? Et puis, cette attaque n'aura peut-être jamais lieu. Cambour plaisante. Oh, si on croyait tout ce que disent les lettres anonymes. Ah, n'empêche, répond Saint-Paul, on a eu confirmation. Oh, si tous les renseignements qu'on paie étaient vrais. Oh, toi, tu ne crois jamais rien de toute façon. Allez, on attend encore 2 jours et on se tire. Ordre du patron. Le 21e jour est un jeudi. C'est le jour où la banque voisine réapprovisionne la caisse en numéraire. Les inspecteurs redoublent d'attention. Il ne se passe toujours rien. À 6h moins 5, la receveuse donne l'ordre de faire les comptes, de ranger les papiers. On ferme dans quelques minutes. C'est pas encore pour aujourd'hui, dit-elle. Un jeudi pourtant. Ah, c'était un bon jour pour eux. Un coup de frein? Une automobile vient de stopper brutalement. 3 bandits, le visage masqué par des bras de soie, font irruption dans le bureau, revolver au poing. Que personne ne bouge. Une voix leur répond « Haut les mains, police !» Ah, ils n'ont pas le temps de se servir de leurs armes. Chacun des 3 inspecteurs a choisi son gangster, s'est précipité sur lui. Une triple lutte à bras-le-corps s'engage. La receveuse, mademoiselle Tessier, s'empare tranquillement des liasses de billets de banque, les donne au buraliste Guasco. « Allez, prends ça, et va t'enfermer dans les WC. » Le jeune homme ne se fait pas prier. Mademoiselle Tessier monte alors au premier chez elle, où elle trouve sa collaboratrice réfugiée, mademoiselle Reynaud, tremblante et incapable de prononcer une parole. La receveuse ouvre la fenêtre et crie « Au voleur! Au voleur !» En bas, des coups de feu éclatent. Courageusement, elle redescend aussitôt. Elle croise un des gangsters, Fusco, qui s'enfuit et monte dans la voiture prête à se mettre en marche. Dans le couloir, l'inspecteur Cambour, lui, lutte encore avec un autre bandit, Mancini, mademoiselle Tessier, s'agrippe au corps de Mancini pour aider le policier à le maîtriser. Mais Cambour n'a plus de force. Il a été blessé par une balle. Il ne lâche pas prise, néanmoins. Mancini réussit malgré cela à se traîner jusque sur le trottoir dans la rue. À ce moment surgit un voisin, un commerçant, attiré par la bagarre. Il a pris son revolver dans son tiroir-caisse et il arrive à la rescousse. Il fait prisonnier Mancini. La receveuse, cette femme fait preuve d'un sang-froid et d'une énergie peu commune, retourne dans le bureau. Elle voit un 4e gangster, le chef, arriver le dernier, Maucuer, un revolver dans chaque main. C'est lui qui a tiré. La preuve en sera donnée plus tard par les experts qui étudieront dans le détail les armes et les munitions. Maucuer a délivré ses amis aux prises avec les inspecteurs. Il sort, rejoint la voiture qui l'attend, 3 de ses complices y sont déjà montés, la voiture démarre. C'est fini. L'opération manquée a duré quelques minutes. Les gangsters n'ont rien emporté, pas un centime. Dans le bureau de poste, gisent 2 inspecteurs blessés à mort, Saint-Paul et Thibon. Sur le trottoir agonise le 3e, Cambour. 3 héros qui ont cru à la mission dont leur chef les avait chargés. 3 victimes du théâtre. Ah, la chasse à l'homme s'organise, mais un peu tard. Il fallait que la bande à Maucuer vînt à Saint-Barnabé. Il ne fallait pas l'en dissuader en prenant des précautions voyantes, en changeant quoi que ce soit aux habitudes quotidiennes. Il fallait laisser le bureau de poste comme il était. Il ne fallait pas le protéger de l'extérieur. Il fallait laisser en paix les bandits, ne pas les inquiéter. Maintenant, bien entendu, c'est le contraire. 3 policiers sont morts. L'opération anti-gangster du chef de la sûreté se retourne contre lui. Il faut à tout prix arrêter Maucuer et ses complices.
On mobilise tout le personnel, on installe des mitrailleuses sur des camions, on réquisitionne des taxis, des sitcars, on se munit de bombes lacrymogènes, de boucliers, de masques à gaz. La radio donne le signalement des gangsters. Ce n'est plus Marseille, c'est Chicago. Qu'est-ce qui se passe, demande un brave homme. En voyant passer le convoi, c'est la guerre. Le convoi est téléguidé par les aveux de Mancini qui a vendu ses amis sans difficulté. Je vous ai dit que Mauquer était détesté de ces hommes. Ah, le voilà, le chef. Il s'appuie à la porte d'un bar, le bar Charlot. Il ordonne à Julia « Tu connais la patronne, vas-y ». Julia entre, parlemente. « Il faut nous cacher jusqu'à demain. »« Toi, si tu veux. »« Mais lui, qui est-ce ?»« Mauquer. »« Mauquer ? Mais tu n'y penses pas ? Avec la gosse, ici ?» Personne ne veut accueillir Mauquer. Et, soi-disant, tout le monde l'a vu. La police reçoit des coups de téléphone les plus fantaisistes. Il se promène à vélo sur le port de la Joliette. Il a pris sa roue avant dans un rail de tramway et il a failli tomber. D'ailleurs, c'est vrai, il se trouvait sur le port. Il a embarqué sur un bateau en partance pour l'Amérique. Il est loin maintenant. Loin, oui, mais pas sur l'océan. Mauquer est à Paris. Abandonné, trahi par ses hommes, en qui il n'a plus confiance, Mancini renseigne la police, Julia a tout avoué, le chef, le dur, l'homme qui ne se rit jamais, pense à la femme dont il est aimé, Élise Carbonel. Il veut se réfugier chez elle. Mais Élise a lu les journaux, elle est au courant. Elle a quitté son domicile ayant peur d'être inquiétée et interrogée. La police connaît sa liaison avec Mauquer. Elle a demandé à un vieil ami de l'héberger, un cordonnier Chauvet, dans son magasin avenue du Maine à Paris. Mauquer ne trouve pas Élise chez elle. Il pense à Chauvet, un compagnon de son père du temps où ils brandissaient ensemble le drapeau noir, un anarchiste repenti recyclé dans la chaussure. Mauquer se rend donc avenue du Maine. Et il faut qu'il soit bien imprudent car la police connaît Chauvet. Mauquer, son triple meurtre accompli, est-il redevenu un enfant? Il n'a plus de parents, plus de mère. Son désespoir le conduit instinctivement auprès de la femme, la seule qui ne le rejettera pas à la rue. Élise, en effet, est là. Elle accueille son amant. Chauvet intervient. « Ne reste pas là, Mauquer, tu vas te faire prendre !» Je veux bien me tirer, mais avec Élise. « Mais bouge pas, Élise! Je vais pas te laisser faire une folie pareille! Allez, Élise, en route! N'écoute pas le vieux! Va chercher un taxi !» Élise obéit. Elle boucle rapidement sa valise, sort, revient avec un G7 rouge et noir. Mauquer bondit, saute dans la voiture. Mais un autre taxi attend un peu plus loin avec le commissaire Bayard et 2 inspecteurs. Il y a aussi une puissante limousine de la sûreté bourrée de policiers. La chasse commence. Le G7 distance ses poursuivants. Tapis dans le fond de la voiture, Mauquer, redevenu le chef habitué à commander, donne des ordres. Tourne à gauche, appuie sur le champignon, plus vite. Le chauffeur terrorisé prend des risques invraisemblables. La limousine de la sûreté en fait autant. Elle possède un moteur plus puissant. Elle va rattraper le G7. Alors Mauquer se décide. Au carrefour Sébastopol-Turbigo, il crie « Stop !» Il descend et s'enfuit en courant sur le boulevard. Des policiers s'élancent derrière lui. Mauquer court toujours, bousculant les passants, fendant la foule. Il passe sans le savoir près d'un agent de la circulation. Celui-ci, qui assiste au spectacle comme au cinéma, n'hésite pas. Il assène un violent coup de bâton sur la tête du fuyard. Mauquer appuie sur la gâchette de son revolver, mais déséquilibré par le coup qu'il a reçu, ne réussit qu'à se blesser lui-même à la jambe. Il tombe. Il est pris. Le procès de la bande à Mauquer se déroula en janvier 1934 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Mauquer et Julia, le petit chef et son adjoint, sont condamnés à mort, les autres aux travaux forcés. Laissons les derniers mots au journaliste qui révéla les dessous de cette affaire, Pierre Cise. La capture de ces redoutables bandits permettra à la Sûreté de Marseille de reprendre une attitude avantageuse. Au fait, ces bandits auraient-ils tué sans la machination policière? Qui était-il? Le chef de la bande, un dur au petit pied? Son adjoint, un lourdeau infatué? Et la troupe, des débiles mentaux. Oh non, il n'y a pas de quoi pavoiser, monsieur le chef de la sûreté. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare,
un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.